C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Montée de l'extrême droite en Israël et les droits LGBTQIA+, menacés. C'est le mois de l'histoire des Noirs et on regarde ça sous l'angle queer. Et le chemsex, vous connaissez, c'est à la chronique En toute fluidité. Et à la chronique Voyage, on voyage en Europe. À l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on aime bien l'Europe et nos cousins français. Du coup, C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. eh bien, du coup, on va arrêter de dire ça. Salut tout le monde, c'est Denis Martin Chabot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'émission, je vais remercier l'équipe de l'émission Fraîchement Jeudi où j'ai été animateur pendant 1 an et demi. Une émission communautaire qui était diffusée sur une autre radio. On m'a remis une très belle médaille pour souligner le travail que j'ai fait là-bas. Alors, merci beaucoup. Cette émission, d'ailleurs, célèbre son 4e anniversaire cette année. Alors, on va parler d'Israël. L'État hébreu est un casse-tête politique, on le sait, même pour les gens qui, comme moi, suivent la politique dans ce pays-là, mais pour comprendre, il faut être fort. Alors, sérieusement, je fais des blagues, mais les chambardements politiques dans ce pays sont notoires, et au dernier scrutin, Benjamin Netanyahou a repris le pouvoir, mais non sans l'appui d'à peu près tout ce qu'il a pu trouver à droite de l'échiquier politique, et cela inclut un parti d'extrême droite dont le chef a laissé entendre récemment qu'il aimerait bien interdire les marches des fiertés et repermettre les thérapies de conversion. Guillaume Lavallée est journaliste et auteur. Il travaille encore à l'AFP, notamment comme chef de bureau au Soudan, correspondant au Pakistan, en Afghanistan. Il est maintenant, je pense, toujours encore chef de bureau à Jérusalem. Non, je viens de rentrer à Montréal. Il vient de rentrer à Montréal. Il a aussi enseigné le journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Bref, quelqu'un qui connaît bien l'endroit. Puis il a aussi publié plusieurs livres, dont le dernier, le plus récent, Voyage en Afghanie, chez Mémoire d'Encrier. Après l'attentat contre la mosquée de Québec en 2017, il s'est interrogé sur les raisons et les origines de la haine derrière cet attentat. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je vous assure que c'est un récit passionnant. J'aime bien cette lecture. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci. Alors, on a une tradition à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande à tout le monde quel pronom et quel accord utilises-tu? C'est pour moi ou pour les autres? Pour toi. Pour moi, je me dis pas à la troisième personne, mais je. Mais c'est masculin. Masculin. Voilà. Masculin. Alors, justement, on va y aller dans le jeu parce que on en a un petit peu parlé en préparation tantôt. Le portrait de la situation politique d'Israël, on peut-tu faire ça à moins de 3 ans? C'est compliqué. C'est passionnant à la fois. Oui, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est des jeux de coulisses qui sont hallucinants. Faut dire aussi qu'Israël sort de 5 élections en 3 ans et demi. Non, mais je veux dire, il y avait des blagues, je me souviens, il y a 2 ans, les gens disaient, ouais, mais c'est presque comme la politique italienne, puis après ça, les gens disaient, non, c'est plus que la politique italienne, parce que les Italiens sont connus pour avoir un gouvernement par année, à peu près. Ouais, ils appellent ça le Parlement pizza, je pense. Le Parlement pizza. Donc, ce qui s'est passé, et ce qui est intéressant, c'est que à la dernière élection, qui était à l'automne, les gens disaient, ouais, mais c'est la 5e élection, Guillaume. Les gens s'intéressent plus à la politique quand tu as 5 élections en 3 ans et demi. Mais en fait, il y avait un paradoxe qui était assez intéressant, c'est que oui, il y avait des intérêts pour certaines personnes, mais de l'autre côté, les enjeux étaient clairement marqués. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bloc à droite qui s'affiche. Parce qu'en Israël, c'est souvent des coalitions. Oui. Vu que c'est un système proportionnel, il y a une dizaine de partis. Donc, pour avoir le pouvoir, obtenir le pouvoir puis y rester, il faut former une coalition. Donc, des fois, il y a du centre, il y a de la droite, il y a de la gauche. Mais là, il y avait le projet d'avoir une coalition complètement à droite. Ouais. Et cette coalition-là, menée par Benjamin Netanyahou, qui est jugé pour corruption. Et donc, qui était dans l'opposition, qui veut revenir aux affaires, puis notamment peut-être pour se faire annuler son procès. Et qui s'est allié à des éléments de l'extrême droite israélienne, dont certains élus sont clairement homophobes. Mais ça, ils s'en cachent pas du tout. Je veux dire, on parlait des thérapies, on parlait d'annuler la Gay Pride, on parle de parfois changer les manuels scolaires, parfois de pas servir des gens, dépendamment de nos convictions, de dire si j'aime pas l'orientation d'une personne, je serais pas obligé de la servir. Donc, ça pose beaucoup de questions parce que Israël était un peu, on en parlait
avant d'arriver en onde, mais l'Oasis, certains vont dire la Mecque en faisant des jeux de blagues, mais pour le monde LGBTQ au Moyen-Orient. Je veux dire, Tel Aviv, c'est une ville où il y a une gay pride qui attire des dizaines de milliers de personnes, il y a un nightlife. On peut s'afficher. C'est ça aussi. Les gens peuvent s'afficher dans la moi, rue. je suis allé à quelques reprises et j'avoue que c'est étonnant. C'est ça. C'est étonnant. Ben, justement, là, pour obtenir le pouvoir, Netanyahou, donc, fait des pactes. J'étais pour faire un jeu de mots peut-être malheureux avec le démon, mais en tout cas, fait des pactes avec plein de monde. Et là, on se retrouve donc avec un gouvernement où l'extrême droite a de l'influence. Énormément d'influence. Puis, avant l'arrivée au pouvoir, dans les semaines avant l'arrivée au pouvoir de la coalition, les gens dans le milieu LGBTQ étaient vraiment affolés par la chose, dans le sens qu'ils craignaient vraiment qu'on rogne des droits fondamentaux. Et Netanyahou, quand le gouvernement est arrivé au pouvoir, il faut faire la prestation de serment au Parlement, à la Knesset. Et Netanyahou nomme comme président de la Knesset un député de son parti qui est ouvertement gay. Et c'était un choix calculé. Netanyahou voulait dire oui, mon gouvernement est de droite, mais là-dessus, je suis un libéral sur la question des droits fondamentaux. Et je vous montre que même s'il y a des éléments très à droite dans mon gouvernement, le président du Parlement, pour la première fois de l'histoire du pays, est ouvertement gay. Et il a fait un très, très beau discours à la Knesset pour dire « Je suis le président de la Knesset, donc de tous les citoyens du pays, incluant arabes, laïcs, orthodoxes, LGBTQ. Je suis pour vous. » Ses enfants adoptifs ses enfants étaient là, son conjoint était dans la Knesset, mais il y avait des petits d'extrême droite qui ne voulaient pas le regarder. Ouais. Parce que pour eux, c'était impensable. Parce que là, on est dans le faire-valoir. Voici. Oui, c'est ça. Oui, mais est-ce que dans l'actualité des choses. Dans l'actualité des choses, là, je dirais, il y a 3 grands problèmes. Okay? Premièrement, c'est le fait que Netanyahou, qui est jugé pour corruption et qui souhaite ultimement peut-être faire annuler son procès, disons-le comme ça, dépend, il y a le quart de ses soutiens, on va dire, qui sont à l'extrême droite. Le gouvernement a 64 sièges, la majorité, c'est à 61. Il y en a 4 qui débarquent, le gouvernement peut tomber. Donc, il faut qu'il les tienne. Dans ces soutiens-là, il y a clairement des éléments avec des projets de loi homophobes, clairement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce gouvernement-là veut faire adopter une clause dérogatoire. Nous, au Québec, on connaissait la clause non-obstant. C'est des bas constitutionnels, mais là, il faut le voir dans une autre perception. C'est qu'une clause dérogatoire, ça voudrait dire que si, par exemple, la Cour suprême garantit un droit, mais que le Parlement dit non, on va surseoir à la Cour suprême, avec la clause dérogatoire, le Parlement pourrait surseoir à une décision de la Cour suprême. Donc, c'est pas nécessairement pour aujourd'hui, mais plusieurs se disent, oui, mais qu'est-ce qui arrive si dans le futur, on n'a que des gouvernements à droite ou à l'extrême droite? Est-ce qu'on va progressivement, quand la Cour suprême va venir défendre les droits des LGBTQ, arriver où le Parlement, si le Parlement reste à droite, ou va encore plus à droite dans le futur, venir surseoir aux décisions et dire, ben non, finalement, on va changer les manuels scolaires, on va donner la liberté aux gens de ne pas servir les gens sur leur orientation sexuelle. On va annuler la gay pride. Donc ça pourrait passer. Ou encore, moi, la question que je me pose, c'est que si Netanyahou veut absolument garder le pouvoir, il a donc besoin de ce parti d'extrême droite. Et si ce parti dit, ben écoute, mon grand, si tu ne vas pas sur cette loi-là, nous, on tire la plug, puis bye-bye, mon grand. C'est ça le risque, présentement. C'est pas Netanyahou en tant que tel. C'est vraiment les alliés. La troisième chose dont on parle, c'est que tout ça crée un climat social aussi. Ben voilà. Et ça, on peut voir la politique directe, qu'est-ce qu'on voit au Parlement, qu'est-ce qu'on voit à Knesset, mais de voir la peur, moi, je la vois aussi là. J'étais dans une manifestation, il y a eu une manifestation depuis l'arrivée du gouvernement, il y a des manifestations tous les samedis soirs à Tel Aviv. J'étais dans la première manifestation, il y avait 80 000 personnes, il pleuvait à Sio, il y avait 80 000 personnes. Puis il y avait qui appuyaient les droits LGBT ou à peu près tous les droits? Non, c'était tous les droits, mais franchement, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour cette question-là. Wow. Surtout à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est quand même c'est une ville très libérale. Il y a comme deux mondes. Donc, il y a une grande mobilisation. Il y a une mobilisation. Il y a eu 100 000 la semaine d'après, presque, je pense, que 120 000 le week-end dernier. Donc, il y a une mobilisation. Pas simplement pour cette question-là, mais pour la question des droits fondamentaux.
On va le dire comme ça. C'est à peu près tout le monde. L'idée, ouais, c'est ça. Puis on le voit aussi chez les laïcs qui ont peur aussi, par exemple, eux, que le système scolaire devienne beaucoup plus religieux, que les manuels scolaires changent, qu'on change la nature d'Israël, parce qu'il y a un consensus en Israël sur ces questions-là. Il y a un consensus des dernières années. Je veux dire, c'est une société qui est très tolérante sur cette question-là. Il y a d'autres questions sécuritaires, c'est d'autres enjeux, mais sur ces questions-là, il y a une sorte de consensus qui fonctionnait. C'est un des premiers pays à admettre le mariage ou à accepter le mariage pour les conjoints de même sexe. Ben, en fait, le mariage, on ne peut pas le pratiquer comme tel, mais il est reconnu s'il est célébré à l'étranger. Voilà. Puis les couples peuvent avoir aussi accès à des mères porteuses, ce qui est donc, quand on regarde Israël dans l'échiquier du Moyen-Orient, c'est assez singulier, cette position-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens craignent que ce qui faisait la singularité d'Israël sur cette question-là s'évapore, s'érode, et que, quand je parlais du climat social aussi, c'est qu'on a des attaques. Des attaques ou des violences ou des gens qui se sentent réprimés au quotidien alors qu'ils ne l'étaient pas, parce qu'une personne se sent dire mais maintenant que mon parti est dans le gouvernement, puis que mon parti fait partie de la coalition, puis il y a des soutiens, puis ça crée un climat dans lequel je peux faire un peu ce que je veux. Maintenant. Les gens sont décomplexés. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Brésil. Oui. Et il nous reste 2 minutes. Là. Est-ce que la diaspora d'Israël, ils sont un peu partout, les communautés juives, est-ce qu'on voit aussi des réactions là-bas? Est-ce qu'il y a des craintes vis-à-vis ce qui se passe là-bas? Il y a des craintes dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe, mais je pense aussi que chez les alliés d'Israël, je pense par exemple au président Biden, je veux dire le premier allié d'Israël reste les États-Unis. Tout à fait. Je pense que Netanyahou est un fin politicien, même si lui-même serait plus républicain que démocrate sur l'échiquier américain. C'est très bien qu'il a besoin de soutien des États-Unis. Je pense clairement que les Américains ont dit au gouvernement israélien, okay, on comprend que dans votre gouvernement il y a des gens qui sont homophobes, mais là il faut pas toucher aux droits fondamentaux. Et je pense que le jeu diplomatique aussi des alliés, donc les États-Unis, le Canada pourra aussi avoir, tout le monde pourra avoir une influence. Une influence aussi pour justement garder le lien sur ces questions-là, qui sont des liens importants dans la diplomatie maintenant. On ne parlait pas il y a 20 ans, mais qui deviennent aussi des enjeux diplomatiques importants. Ah, Guillaume Lavallée, c'était tellement intéressant. J'ai l'impression que je suis très intelligent. J'ai compris ce qui se passait. Merci. Moi aussi. Mais je pense que c'est important de parler de ces questions-là parce que ce qui se passe ailleurs finit par arriver ici par bout. Alors, il faut aussi être conscient de ça. Alors, on recevait Guillaume Lavallée, journaliste qui a été chef de bureau de l'AFP en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. En bref. L'Assemblée nationale du Québec a condamné la censure qui frappe le livre jeunesse Pink, Blue and You de l'autrice Élise Gravel dans des centaines d'écoles américaines, notamment en Floride. La Floride, c'est l'État qui interdit qu'on discute de la maternelle à la 3e année de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations ou expressions de genre, la fameuse loi « Don't say gay, ne dites pas gay ». La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a déposé la motion qui a été adoptée par les élus de l'Assemblée nationale du Québec. Cette œuvre unique de l'autrice et illustratrice a pour but l'inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre. La Québécoise s'est dite honorée par cette vague de solidarité. Nous aurions bien aimé recevoir Élise Gravel, qui a refusé notre invitation par la voix de son agente parce qu'elle voulait consacrer son temps à l'écriture. Or, le même jour, elle a accordé plusieurs entrevues à d'autres médias. Dommage. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. C'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est un moment de l'année pour se rappeler que les personnes noires ont une histoire au Canada aussi longue que l'arrivée des colons blancs. Sérieux, là. Les historiens s'entendent peut-être pas tous là-dessus, mais on croit qu'une personne noire était des expéditions de Champlain. Là. Ça remonte dans les années 1604. Là. Mathieu Dacosta aurait été avec lui. Camille Esther Garon est présidente du GRI Québec, le groupe qui fait des interventions dans les écoles pour parler, démystifier les orientations sexuelles et les identités de genre. Elle va animer une discussion dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On va en parler tout à l'heure sur les questions du LGBTQIA+. Bienvenue à l'émission, Esther.
Camille Esther. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous-même. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Oui, vous pouvez m'appeler Cam. Oui. Vous pouvez me tutoyer, puis vous pouvez m'appeler aussi Cam, il n'y a pas Cam, de problème. oui, je pense que tout le monde, je sais, je parlais à des gens qui te connaissaient qui m'ont dit que qui t'appelaient Cam, mais on va quand même garder Camille, pour commencer. Camille, quel pronom et quel accord utilises-tu pour toi-même? Merci, c'est très gentil de demander. J'utilise les pronoms elle. Elle. Et les accords féminins, j'imagine, avec ça. Exactement, féminin. D'accord. Alors, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Quel portrait dessines-tu ou dresses-tu de la situation des personnes noires en général, pas juste dans nos communautés, juste en général dans nos sociétés? Je vous dirais, tout d'abord, OK, qu'est-ce que ça signifie pour moi, le mois d'histoire des Noirs? C'est important de le savoir. Pour moi, c'est un principe de mémoire. Donc, c'est l'important de se souvenir de cette mémoire-là. Il y a pas longtemps, on a su dans le mois d'histoire des Noirs qu'on a eu des enjeux, que ce soit dans les enjeux avec Viola Desmond en Nouvelle-Écosse, qui vivait une certaine forme de ségrégation, des enjeux notamment que les Noirs déjà étaient présents à l'arrivée de la Nouvelle-France avec Mathieu Dacosta. Donc, pour moi, c'est un principe de mémoire puis de se rappeler qu'on a toujours été là puis qu'on va continuer à être là. Oui. Maintenant, je peux pas parler pour tout le monde qui en tant que tel. Je ne peux pas parler pour toutes les personnes noires, mais je peux vous parler de la situation en général. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'enjeux à travailler sur le plan socio-économique, le plan social, le plan politique notamment. Mais je pense cependant qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait puis on continue d'avoir une sensibilisation sur la représentation des personnes noires, sur les enjeux des personnes noires. C'est sûr, c'est différent d'un côté politique et économique, mais on voit notamment qu'il y a une meilleure représentation et on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, que ce soit dans plusieurs domaines, pour assurer des programmes qui vont permettre d'aider les personnes afrodescendantes. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, mais je crois évidemment qu'il continue d'avoir du travail à faire. Donc, moi, je vais me permettre une petite question. On n'a peut-être pas prévu ça, mais je pense que ça rentre dans tout ça finalement. Est-ce qu'on pourrait dire que le fameux mot racisme systémique, là, c'est quelque chose qui existe, même s'il y a plusieurs le nient, là? Oui, c'est quelque chose qui existe. Le racisme systémique, c'est une réalité notamment. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent, qui nous écoutent ce soir, que le racisme systémique, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on voit un peu des principes parfois de game politique qui peuvent jouer en tant que tel. Mais racisme systémique, OK, c'est vraiment, ça fait partie du système que inconsciemment ou consciemment, malheureusement, les personnes qui sont de couleur de peau, que ce soit noirs, autochtones ou racisés, peuvent être désavantagés, que ce soit au sein de l'emploi, au sein de logement ou dans leur vie en général. Puis, c'est important. Moi, souvent, je donne un exemple que des fois, l'équipe peut être, par exemple, l'équipe peut être la meilleure équipe au monde avec les meilleures intentions, mais malheureusement, des fois, de manière inconsciente, que ce soit par des biais inconscients, que ce soit aussi par des formes de préjugés ou des stéréotypes, des personnes racisées peuvent être désavantagées. Donc, c'est comme aussi à peu près le sexisme systémique auprès des femmes et de la sous-représentation qu'ils peuvent avoir. Donc, ça, c'est un aspect important à savoir et je crois que de plus en plus, on apporte ces sensibilisations-là. On l'apporte notamment au travail, on l'apporte aussi ailleurs. Puis, c'est sûr que moi, j'arrive ici en tant que mon nom personnel, mais je peux voir notamment le progrès qu'ils peuvent avoir aussi dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. Oui, puis en fait, moi, je fais toujours un parallèle. Tu sais, t'as mentionné le sexisme systémique. On parle de ce fameux plafond de verre que les femmes doivent confronter continuellement. Ben, c'est peut-être la même chose pour les personnes noires, les personnes racisées, quoi. Exactement. Ben, en fait, les plafonds verts, il y en a plusieurs et c'est important aussi de considérer cet aspect intersectionnel. Pour moi, je trouve qu'on doit aller vers une diversité transversale, d'une inclusion transversale et notamment aussi d'arriver à avoir une perspective intersectionnelle où qu'on reconnaît les multiples aussi enjeux. Donc, par exemple, les personnes noires et LGBT qu'on va parler plus tard, ben, vivent un plafond de verre en étant des personnes à la fois issues des communautés LGBT et noires et parfois, dans leur propre communauté, il y a des choses qui peuvent sentir une forme de rejet. Donc ça, c'est important aussi de considérer ça lorsqu'on parle de cet aspect de discrimination, de plafond de verre, que parfois, être une personne LGBT et être une personne noire, c'est qu'on ne choisit pas d'être une personne noire une journée, puis on ne choisit pas d'être une personne LGBT une autre journée. Tout à fait. Donc ça, c'est important aussi de prendre ça en considération. Puis c'est de là aussi qu'on apprend aussi dans nos propres communautés à en apprendre davantage sur nous autres. Puis qu'on peut être il y a de multiples diversités dans les propres communautés en tant que telles, qui va même au-delà des lettres de nos communautés. Donc ça, c'est quelque chose ici qu'on veut apporter notamment avec Gris Québec. Ben, moi, je trouve ça intéressant. D'abord, je vais quand même te complimenter parce que je sais que tu es aussi conférencière. Là, on voit que la conférencière est bien préparée. Puis merci beaucoup pour ça. Merci, mais moi, je vois un journaliste
qui est bien préparé aussi, donc c'est parfait. On va s'entendre là-dessus. Justement, on on commence à aborder cette question dans nos communautés. Est-ce que c'est important de souligner le mois de l'histoire des Noirs? Et je veux juste vous dire en passant, quand moi je l'écris, pour le moment, j'écris avec le point .s parce que je trouve que je serais le fun de reconnaître que c'est pas toutes des personnes qui s'identifient hommes dans tout ça. Non? Mais donc, est-ce que c'est important dans nos communautés? Pour moi, je trouve que c'est primordial, puis je prends le temps, puis ça, c'est important pour moi de le dire, je prends le temps de souligner que moi, je peux arriver comme ça par hasard, puis j'ai fait un peu la self-made pour dire, OK, voici qu'est-ce qui se passe. Non, il y a des gens qui sont venus avant moi, il y a des gens qui ont travaillé avant moi, et on parle notamment de Marsha P. Johnson, OK, qui a été celle qui a initié notamment la Pride pour vraiment se battre, OK, contre les brutalités policières, mais je parle aussi d'organismes. Faut juste rappeler, je vais t'interrompre, Cam, c'est juste parce que tout le monde ne connaît pas cette personne-là, c'était on parle des émeutes de Stonewall et c'était une personne trans et racisée qui a été vraiment une des personnes à l'avant-plan là, de cette manifestation-là. Exactement. Je vais encourager les personnes d'aller voir le documentaire sur Netflix sur Marsha P. Johnson pour en savoir davantage. Ouais. Puis quand je parle aussi de personnes qui ont parcouru notre histoire, mais je parle même de quelques années avant, il y avait des organismes comme Arc-en-Ciel d'Afrique, comme Massimadi, qui apporter ça, qui veulent apporter cet enjeu-là. Donc pour moi, on ne peut pas parler du mois de l'histoire des Noirs sans reconnaître la présence des personnes LGBT, parce que c'est pas les personnes noires et les personnes LGBT, des personnes noires, LGBT, queer ou trans font partie des communautés noires. Donc c'est important de les inclure, et c'est important aussi que les personnes noires aussi, on puisse aussi se conscientiser sur les impacts et sur les enjeux dans les communautés LGBT, tout comme dans les communautés LGBT, peuvent se conscientiser notamment sur les enjeux des personnes noires. Et ça me fait penser d'ailleurs à un projet qu'on a fait avec Gris Québec l'année dernière. C'est ces figures qui ont marqué notre histoire, auxquelles on a mis 8 femmes noires, queer et trans, qui ont parcouru notre histoire durant le mois d'histoire des Noirs. Donc, on parle de Marsha P. Johnson, on parle notamment de Josephine Baker, qui était à la fois bisexuelle, on parle notamment aussi des femmes, OK, aujourd'hui, on parle aussi de d'autres personnes qui ont été dans la marche avec Marsha P. Johnson. Donc ça, tu sais, je vais pouvoir aussi vous envoyer les liens si vous êtes intéressés. Puis ça a été fait par une artiste extrêmement talentueuse, dont Isadora Yeshalima qui l'a fait. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer que notre histoire, elle est présente et que des fois, c'est pas nécessairement dans un mois, c'est que tout, des fois, est interlié et parfois est simultané. Oui, parce qu'on espère on espère que les gens participent à ce mois qui rappelle l'histoire des Noirs ici au Québec, au Canada et dans le monde, mais ça serait le fun aussi que ça soit pas juste au mois de février qu'on fasse ça, là, quand même. Exactement. C'est toujours correct aussi. Je sais qu'il y a parfois il y a certains débats que les gens peuvent dire on met-tu ce mois-là ou pas. Moi, je pense que ce mois est important parce que ça permet à qui de redonner aussi un principe de devoir de mémoire, notamment des activités, parce qu'il y a plusieurs activités, autant familiales, autant aussi pour les jeunes, autant pour les adultes, tout ça pour se conscientiser. Moi-même, par exemple, qui est issue de l'adoption internationale, qui est issue dans une famille québécoise, j'allais avec mes parents dans des activités pour le mois d'histoire des Noirs pour en savoir davantage parce que mes parents y étaient intéressés à ça. Donc, juste curieux, tes parents sont blancs, c'est ça? Exactement. Okay. Donc, moi, je suis adoptée dans une famille transraciale et mes 2 parents sont québécois, blancs, de descendance européenne. Et ça, c'est un exemple que pendant le mois de l'histoire des Noirs, on faisait des activités ensemble avec mes parents parce qu'ils voulaient se conscientiser. Puis moi, ça me permettait de me conscientiser. Donc ça, c'est des exemples qui expliquent pourquoi je souhaite que ce mois-là est important. Mais je trouve aussi qu'en tant que devoir de mémoire, mais aussi en tant que responsabilité aussi, puis de conscientisation, nos 2 communautés doivent être capables de se discuter ensemble, de se parler, puis être capables de déconstruire des choses qui ont malheureusement été longtemps néfastes en tant que telles pour les personnes issues des communautés LGBT, mais surtout les personnes noires et LGBT. Est-ce que les personnes non noires, ou les personnes non racisées sont ouvertes? Est-ce que tu trouves dans les communautés LGBT que la place des personnes noires et racisées est respectée ou est une ouverture? En fait, est-ce qu'il y a des lacunes dans nos communautés? Je crois qu'il y a des lacunes. Je crois toutefois qu'il y a eu des améliorations. Donc, si je peux prendre par exemple avec Gris Québec, on a fait plusieurs initiatives où qu'on a même fait une bourse notamment pour une certaine forme de bourse, une certaine forme d'argent d'initiative pour les personnes racisées qui souhaitent faire des projets, qu'on puisse les soutenir. On a d'ailleurs accompagné une personne qui voulait faire son coming out, qui était un jeune homme noir, puis on a pu accueillir sa toile, sa peinture. Donc, il y a beaucoup de soutien puis il y a de support là-dedans. Moi, ce que je suis contente aussi, c'est qu'il y a des personnes aussi des communautés LGBT qui ne sont pas noires, qui reconnaissent qu'ils ont de la
de la conciliation à faire, qui reconnaissent aussi le travail qu'il y a à faire, de travail de la sous-représentation aussi des personnes noires dans les communautés LGBT. Donc ça, je suis très contente. Et si je peux me permettre certaines lacunes qu'on peut avoir, c'est que parfois, on a tendance à penser que vu qu'on fait partie d'une diversité, ben c'est correct qu'on a fait notre job. Mais des fois, c'est pas ça. Même moi, en tant que telle, en tant que femme noire, cis, parce que je me vis comme une personne cis, moi, j'ai toujours du travail à faire pour me conscientiser chez les personnes non-binaires sur les enjeux aussi trans. Fait que ça, c'est un travail à faire qui est continuel. Puis c'est pas parce qu'on est issu de la diversité que notre travail est fait. Notre travail est continuel, puis on continue d'apprendre, de désapprendre, puis de réapprendre. Donc ça, c'est important de conscientiser. Et même, je vais aller aussi du côté des communautés noires qui aussi ont du travail à faire en termes de la conscientisation de la transphobie et de l'homophobie. Et ça, c'est important parce que ça apporte un sujet pertinent. Quand il y a eu, par exemple, en 2020, les manifestations du Black Lives Matter, beaucoup de personnes se sont levées, notamment pour George Floyd, ce qui est d'ailleurs très, très important. Mais cependant, on a négligé aussi qu'il y avait des femmes noires trans qui ont été tuées, qu'il y a des personnes aussi non-binaires qui ont été tuées, des personnes noires. Donc ça aussi, cette solidarité-là doit être autant importante que n'importe quelle autre solidarité. Puis ça passe par la conscientisation dans les communautés noires sur les enjeux LGBT. My God, c'est vraiment bon ce que tu m'as tout résumé ça. T'as même répondu à l'autre question que j'avais. Est-ce que c'est encore pertinent? Je pense que tu me l'as prouvé. Écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi, Camille Esther Garon, présidente du Conseil d'administration de Gris-Québec. C'est aussi une personne qui fait des conférences TED. Alors, à suivre. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Ben, j'ai un petit peu de temps. Je voulais vous parler du Salon du livre LGBT, le Salon du livre queer de Fierté littéraire dont on a parlé la semaine dernière. Je voulais juste vous dire que ça a été un succès faramineux. C'était extraordinaire. On estime à peu près entre 350, peut-être même 400 personnes qui sont venues, des ventes de livres incroyables, des activités géniales, des heures du compte absolument incroyables. Vous savez, je porte beaucoup de chapeaux. Je suis pas seulement animateur de cette émission, je porte beaucoup de chapeaux dans la vie. Alors, je suis aussi donc directeur général et artistique de Fierté littéraire. On est très, très content de cette belle aventure de ce week-end et c'est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire pour suivre les événements qui étaient sur scène, des discussions très intéressantes. Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on a deux chroniques. La chronique Voyage, on s'en va en Europe avec Pascal Chalmel d'LGBT Voyage. Et par la suite, on va parler de chemsex avec Marie-Claude Joannis, qui est notre travailleuse sociale en résidence à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. À tout de suite. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Deux chroniques dans cette deuxième partie de notre émission. On va parler des Europes, comme diraient nos aînés. On disait ça dans le temps. On va aller dans les Europes. Ben oui, on va faire 10 Europes, 10 destinations d'Europe à la chronique J'ai mon voyage. Et puis le chemsex, l'utilisation de drogue pour avoir des relations sexuelles en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Et voilà, j'ai mon voyage. On va faire notre petite chronique, notre belle chronique sur le voyage avec Pascal Chalmel d'LGBTvoyage.ca. Salut Pascal. Bonsoir à vous. Ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Le temps s'est radouci un peu, là, donc ça fait du bien.
Oui, oui, ben c'était tellement violent, cette vague de froid qu'on a connue. Ben, pas une vague, parce que ça prend plus que je parce que ce coup de froid, en fait, moi, on Ouais. parlait d'un phénomène violent, puis j'ai dit effectivement, ça nous frappait en pleine face quand on sortait. D'ailleurs, je vais aller déposer une plainte à la police contre ça. Effectivement. Puis là, on va parler un petit peu d'Europe, parce que Oui, là, on s'en en va. se radoucissant, Oui, mais l'Europe, on voyage plus printemps, été, automne. Ben justement, allons-y des destinations en Europe parce que, tu sais, on recommence à voyager un peu. Berlin. ouais, puis Berlin. faut y penser tout de suite, hein, aux destinations Europe. Là, cet été, les gens vont vouloir encore plus voyager que l'année passée. Donc, j'ai fait un peu le résumé de quelques villes. Des fois, on ne pense pas à ces villes-là, mais comme, bon, je dirais, bon, Berlin, qui Ah peut oui, être une ville intéressante. il faut absolument voir Euh, Berlin. C'est tellement une ville gay, là, pour ceux qui veulent voir. Oui, oui, oui. effectivement. Puis qui est très, en même temps, c'est underground, en même temps, c'est un peu différent des autres villes parce que ils ont, euh, ils ont une ouverture. C'était une des villes, la diversité au niveau de la culture, au niveau de. Donc, si cet été, bon, les gens, on y pense rarement à Berlin, hein, parce que bon, ça nous rappelle, ça nous donne pas forcément des bons souvenirs, mais je dirais que ça serait une ville à découvrir, le quartier, Kiev, le Oui. Kiez, le quartier qui est intéressant à visiter. Donc, Puis à y penser pour ses vacances. Berlin-Est aussi particulièrement. Et puis pour ceux que... Je vais me permettre une interruption, mais ce que j'aime beaucoup des Allemands, je ne sais pas si ça change avec le temps, mais ils n'ont pas cet âgisme qu'on retrouve beaucoup dans certaines de nos communautés. Oui, exactement. Ils ont effectivement, ils sont un petit peu plus ouverts. Je pense qu'ils ont l'oppression ou quelque chose comme ça. Ils connaissent pas vraiment. Moi, j'ai des clients qui ont été à Berlin, par exemple, qui ont trouvé que c'était une ville éclatée, une ville qui est surtout pour la communauté, qui est vraiment très très ouverte. Très intéressant comme destination. C'est pas une des villes qu'on penserait quand on va aller en voyage en Europe, là. Ouais. Moi, je l'ai rarement comme demande, mais je pense que c'est à regarder, effectivement. Allons maintenant... Comme la suivante. Oui, allons du côté du Royaume-Uni, Brighton au Royaume-Uni. Vraiment, ça aussi, c'est une ville qui est spéciale. Ouais, c'est une ville spéciale parce que bon, c'est quand même assez hétéroclite et puis en même temps aussi, c'est à peu près à 2 heures, à peu près 2 heures à peu près de Londres, si on veut. C'est une ville qui a beaucoup de festivals, des musées, ils font de la projection en plein air dans le quartier gay. Ils ont des clubs. C'est vraiment une ville qu'on pense pas. On pense bien souvent à Londres, bien souvent. Mais Brighton, le quartier historique aussi est très intéressant. Les bars, vraiment une ville à découvrir si on veut aller en Angleterre. Là, je dirais que c'est une ville, en faisant Londres et Brighton, ça pourrait être intéressant dans un même voyage, je dirais. Une autre de mes, Après, ouais, une autre de mes favorites, oui, c'est Barcelona, comme je dis, Barcelone en oui. Espagne. Écoutez, si on veut un petit peu plus aller dans le sud, on va à Barcelone, bien sûr, dans le quartier exemple. Il y a des forfaits qui se vendent pour les clients qui décident des vols directs maintenant, contrairement aux deux villes qu'on a vues tout à l'heure. Barcelone est une ville qui va se vendre à partir du mois de mai. Je pense que les vols directs commencent. Barcelone, c'est une ville, le quartier historique, la Familia Sagrada. On a le Monte Sierra Monastère qui est vraiment à vivre. Le parc Güell, si on veut visiter vraiment, voir la ville, vraiment, c'est excellent. Et bon, l'ouverture d'esprit. Et puis, il faut bien qu'on pense que quand on pense Barcelone, on pense Sitges aussi, qui est au bord de mer et qui est vraiment intéressant comme ville. Pour combiner les deux, ça peut être une belle façon de faire un voyage. On peut passer une semaine et puis visiter les deux villes, Barcelone et Sitges. On passe maintenant à Rome, en Italie. Je suis Oui, jamais, je suis pas, Rome. c'est étonnant, je suis jamais allé. Ouais, moi j'ai été un mois à Rome, mais il y a quelques années, il y a très longtemps, je dirais, dans ma jeunesse, là. Rome, c'est une ville, c'est sûr que l'architecture, hein, on parle du Vatican, on parle de la Plaza Venezia, on parle du Panthéon. C'est une ville, mais malgré tout, il y a beaucoup de bars. Ils ont le célèbre bar qui s'appelle le Coming Out, et puis pendant 3 mois, je pense qu'ils ferment une rue à Rome et ils font comme une rue piétonne pour un Hmm. festival gay. Ils sont vraiment très, très ouverts. Beaucoup de bars, des food trucks. C'est vraiment une ville, et c'est magnifique, hein, l'histoire. On peut mélanger notre voyage en même temps à avoir du culturel, mais en même temps s'amuser. C'est une ville qui est fantastique, là. On peut bien passer une semaine à Rome, là. Oui, oui. Oui. On peut faire du Bon, culturel, puis pas juste l'autre oui, genre de culturel, oui, justement. oui, tout à fait. On peut combiner quand même pas mal de choses à Rome. Donc, des séjours aussi avec Air Transat, des vols directs à partir du mois de mai, je pense qu'ils commencent leur vol direct
ça peut être des combinés qui peuvent être intéressants, vol et hôtel, pour une semaine. Ouais. Mykonos, je suis allé juste avant la pandémie. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une vraie destination gay, ça. Oui, Mykonos, en général, elle fait partie des villes qui est vraiment la ville qui est quand les gens font des circuits ou surtout au niveau de la communauté. Quand on parle des circuits, on parle de Athènes, quelques nuits. Après ça, on s'en va à Santorin. Puis après ça, on s'en va passer une semaine à Mykonos. À Mykonos, ben, c'est facile, hein, c'est la fête. C'est la vie nocturne. Ouais, c'est vraiment bon. Il y a le site archéologique de Délos à voir. Il y a la petite Venise. C'est comme c'est vraiment des villes des stations balnéaires pour le touriste qui veut faire la fête, là. C'est vraiment ça. Dans les circuits, bien souvent, ils l'incluent. On peut faire je dirais pas à des clients de faire du séjour pendant 2 semaines à Mykonos, là. On finit par avoir mal à la tête après, oui. Ouais, et puis quand on va en Grèce, ben, on veut voir Athènes, on veut voir Santorin, on veut voir... puis il y a des beaux forfaits qui sont faits pour du 10 jours, 15 jours, là, en incluant Athènes, Mykonos, Santorin, qui peuvent être très, très bien. Et c'est encore très abordable, la Grèce. C'est pas aussi onéreux que d'autres villes, en fait. Je ne sais pas si ça a changé depuis la pandémie, évidemment. Oui, c'est encore abordable. Je dirais que c'est encore abordable, effectivement. Très populaire cette année, en tout cas. Oui, allons plus au nord, Copenhague, au Danemark. Oui, on s'en va au Danemark. Ben, moi, j'y suis pas allé au Danemark. J'ai vu ça dans ces villes-là où ça avait l'air d'être une destination aussi qu'on pense pas, hein, un peu comme on parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Je pense que il y a les canaux, hein, qui peuvent être intéressants. Puis je pense qu'ils ont des canaux fluviaux où on peut faire des croisières et s'arrêter justement au Danemark. Et il y a beaucoup de bars, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de choses pour la communauté, les bars, les restaurants, les discothèques. Ça bouge beaucoup. C'est sûr que c'est pas Barcelone, c'est pas des vacances plage, mais ça reste une destination quand même à regarder. Là, j'ai pas fait une recherche approfondie, mais je pense que c'est dans une des 10 villes qui est intéressante à visiter pour la communauté. Oui, puis le Danemark est très ouvert vis-à-vis de nos communautés. Bon, on va aller un petit peu plus au sud, mais pas tant que ça. On va aller au pays de Jacques Brel et maintenant le pays de Rita Baga qui anime Belgique Drag Race. Alors, on parle donc de Bruxelles. Oui, Bruxelles, qui est aussi une ville très, très, très très ouverte au niveau de la clientèle. Le quartier Saint-Jacques, là, qui est le quartier qui est ici, près de Manneken, là, si on veut, c'est un quartier qui est vraiment très animé, beaucoup de restaurants, de bars pour la communauté. On est vraiment choyé en Belgique, effectivement. Oui, puis la bière est bonne. Et puis, effectivement, le quartier gay, je ne sais pas si c'est un quartier comme tel, mais c'est vrai que c'est très animé. Puis, ouais. Oui, tout à fait. C'est quand même une ville à voir. C'est sûr qu'on est moins porté, contrairement à peut-être la prochaine qu'on va faire en voyage. Amsterdam, aux Pays-Bas, mais qui est quand même pas loin. Hein, en TGV, ça se fait très bien, hein, Bruxelles, Amsterdam, oui. Ben, toutes les villes, hein, tu disais en Europe, le train, le TGV, hein, ça circule très bien. Pour y avoir été encore en octobre, là, en Europe, c'est facile de se déplacer là partout. Là. Même ils ont des vols internes, des petites compagnies internes qui sont vraiment intéressantes. Ouais, si on parle d'Amsterdam, ben ça, il y a pas de, tout le monde connaît Amsterdam. Hein, c'est une ville qui est très ouverte aussi, une ville animée, les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit, la maison Anne Frank, le musée Van Gogh qui est là, qui est très intéressant à aller voir. Là aussi, c'est les canaux, hein, bien entendu. Donc, ça peut être intéressant je dirais que dans les villes qu'on nomme, on peut des fois faire des combinés. Hein, tu sais, on peut très bien faire des combinés dans notre séjour. Si on part 3 semaines, c'est toujours intéressant d'avoir la suivante. Tu vas la nommer. Ah oui. Une ville que je chéris. Paris, bien sûr, je vais y retourner là bientôt. Là, Paris, oui, qu'est-ce qu'on peut dire de Paris? Ah ben Paris, c'est ma ville chouchou. Paris, c'est une ville extraordinaire. Hein. Je pense qu'on peut y aller 50 fois et puis y retourner et puis toujours découvrir des choses. Je dirais que Paris, c'est une ville. C'est sûr que le quartier du Marais, le Central, tout ça, c'est pas défini comme à Montréal. Hein. On se rend compte que à Montréal, c'est exceptionnel d'avoir une rue comme ça ou comme peut-être Toronto ou des villes, mais Paris, c'est vraiment bon, le quartier est défini, mais bon, les bars, l'architecture, la vie parisienne en tant que telle là, est super intéressante. Le nightlife parisien, les boîtes de nuit parisiennes, les quartiers, hein, le 4e, le 11e, tous ces coins-là, c'est fantastique. Je dirais, on pourrait passer 2 semaines à Paris puis t'en as pas assez. Là, mais il faut absolument arrêter quelque part. Tu l'as mis dans la recherche que tu m'as envoyée, Pascal, puis je veux vraiment qu'on le dise. Il y a une boulangerie, je sais pas si elle est encore ouverte, moi j'étais là avant la pandémie, qui fait des baguettes en forme de
Phallus. Pénis? Oui, en forme de pénis, en forme de phallus, oui. Oui. J'en avais rapporté au Canada. Ouais. Hey, on s'en va plus au sud. Ça, c'est vraiment l'endroit de la fête. Ibiza. Ibiza, c'est ça. Ibiza, je l'ai mis dans la liste des villes parce que bon, pour que ça soit pour la clientèle LGBT ou la clientèle hétéro, Ibiza, c'est la fête, hein, c'est les discothèques, c'est les plages, c'est dans la Méditerranée, c'est vraiment c'est ce qu'on s'imagine et puis c'est réellement comme ça, là, c'est vraiment la fête. Bon, c'est un gros bar, c'est une île qui est comme un gros bar de danse, tout simplement. Un gros bar de danse, là, exactement. Pour ceux qui aiment ça, il n'y a pas de trouble. Oui, tout à fait. Et puis, il y a des forfaits, il y aura aussi des forfaits pour y aller, j'imagine. Ouais, Ibiza, par contre, Ibiza, ça se fait, bon, il y a une connexion en Europe, là, quelque part. Donc, en général, les vols se font pas direct de Montréal sur Ibiza, mais il est possible. Je pense qu'il y a 2 connexions quand même pour s'y rendre. Là, c'est pas, mais toutes les autres destinations, il y en a certaines qui sont en vol direct à partir de l'été, comme je le disais. Puis, bon, pour les gens qui s'intéressent, ils peuvent faire plusieurs places, hein, en Europe. C'est ça qui est le fun, c'est que le transport, ils ont même des compagnies internes qui volent entre les pays. Donc, je voulais donner un survol de ce qu'on peut faire bientôt. Oui. Là, il nous reste quelques mois. Puis je vais t'interrompre, Pascal, parce que je porte présentement, puis je vais mettre une photo sur ma page Facebook, la page Denis Martin Chabot, DM Chabot, auteur, d'un beau T-shirt qui dit LGBT Voyage, qui est à l'effigie de ta... Et je pense que tu peux, rapidement, en 15 secondes, tu vas nous faire un tirage, c'est ça, d'ici un mois? Oui, c'est ça. Écoute, j'aimerais ça parler les auditeurs, les faire participer un peu. Donc, je vais faire tirer, je dirais 5 t-shirts. Là, je vais faire tirer 5 t-shirts. Alors, tout ce qu'ils ont à faire, c'est peut-être... de nous écrire à Heurciel. De vous écrire. Oui, Heurciel, H-E-U-R... Je me trompe pas, oui, Heurciel, en un seul mot, @outlook.com. C'est tout le temps qu'on a, et je vais quand même le réannoncer en fin d'émission, c'est le temps qu'on a, et on va faire le tirage dans un mois. Merci, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Là. Bonne soirée. Notes et anecdotes. La fameuse loi de la Floride utilisée pour bannir le livre d'Élise Gravel dont on parlait plus tôt est l'œuvre du gouvernement majoritairement républicain de cet État. Cette loi controversée interdit l'enseignement sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques. Cette loi est nommée la loi Don't Say Gay, ne dites pas gay, par les personnes qui s'y opposent. Elle empêche le personnel enseignant de parler d'identité de genre et d'orientation sexuelle d'une façon inappropriée pour l'âge ou le développement des élèves. La loi s'applique aux élèves de la maternelle à la 3e année. Ça n'empêcherait pas par contre les discussions spontanées entre le personnel enseignant et les élèves sur ces questions. Plusieurs s'inquiètent des répercussions pour les jeunes LGBTQIA+, si leurs classes ne sont plus des espaces sécuritaires pour parler de ce qu'ils ou qu'elles vivent. La loi permet aussi aux parents de poursuivre les écoles s'ils jugent qu'elles enseignent des contenus inappropriés. Les républicains disent que leur loi ne vise pas à exclure les élèves LGBTQIA+, mais de redonner le contrôle de l'enseignement aux parents. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Allô, Marie-Claude Johannes, qui est notre travailleuse sociale en haut. Elle est en train de se connecter à l'audio. On a un petit problème de son. Je vais continuer. Je ne sais pas si tu nous entends, Marie-Claude. Sinon, on va aller immédiatement au téléphone. Je pense qu'on a un petit problème. Je vois que la connexion... Est-ce que tu m'entends, Marie-Claude? Je crois pas. Alors, on va aller en petite musique. On va aller au téléphone. On va t'appeler. On y va. Bon, excusez-nous, il y avait un petit délai de connexion. Marie-Claude, je veux juste te dire que ton micro est fermé. Il faut que tu l'allumes pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse t'entendre. Voilà, salut! Ben oui, il y avait un petit délai dans la connexion. Ça, il faut apprendre à vivre avec la technologie. Mais Marie-Claude, elle est un petit peu loin pour venir en studio. Elle est à Kamouraska. C'est pour ça qu'on fait ça par Zoom. Moi, ce que j'aime du Zoom, c'est que je peux voir ta jolie petite face. Ah, fait que c'est le fun de se voir. Ben oui! Alors, alors, Marie-Claude, je ne vais pas perdre plus de temps parce qu'on a un gros sujet aujourd'hui. D'abord, je rappelle d'abord quels sont les pronoms que tu veux utiliser.
Moi, c'est elle, féminin, accord féminin. Parfait. Alors, allons-y. Le chemsex, ça, c'est vraiment quelque chose qui est gros dans nos communautés. C'est quoi le chemsex ou la consommation sexualisée, comme tu l'as expliqué? Les gens appellent ça le chemsex, mais c'est vraiment le fait de consommer de façon intentionnelle une substance psychoactive pendant les activités sexuelles, là, dans le but notamment là, de prolonger la durée ou de diverser les pratiques, d'augmenter ses performances, de se sentir plus en confiance. Ouais, ouais. Alors, donne-moi des exemples. Comment les gens font ça? Ben, ça peut être fait de toutes sortes de façons, mais en général, les gens vont se regrouper. Là, je dis les gens, ça peut être 2 personnes, ça peut être plus de personnes aussi, pour, dans le fond, un moment de sexualité partagée, où est-ce qu'il va être convenu ou non, mais normalement, ça devrait être convenu, qu'ils vont apporter là, des substances psychoactives pour dans le fond, prolonger les séances de sexualité, souvent augmenter aussi les effets, etc. Donc, souvent, ça va être des périodes plus ou moins longues, mais plutôt tendance à être longues. Donc, les gens peuvent faire là, plusieurs heures en ligne de pratiques sexuelles. Des fois, ça peut aller jusqu'à 36 heures, là, des périodes prolongées. Ils utilisent donc souvent, on parle du cristal meth, on parle du GHB, ça peut être de la kétamine, c'est beaucoup de choses, là. Exactement, oui. Il y a plusieurs substances qui sont utilisées. Donc, on n'y pense pas, mais l'alcool, ça en fait partie. Hein? Donc, ça peut être simplement l'alcool. Il y a des gens qui n'ont aucune relation sexuelle sans être sous l'effet de l'alcool. Donc, il y a le GHB aussi. Il y a l'ecstasy, qui sont des drogues là, qui ont été associées beaucoup là, à une sexualité où est-ce que les sens étaient plus aiguisés. Mm-hmm. Mais il y a là, des drogues qui vont, par exemple, là, augmenter, à faible dose, augmenter les érections, la durée d'érection, des choses comme ça. Donc, l'intensité de l'orgasme également, prise à petite dose. On va voir que quand les doses augmentent, ça crée l'effet contraire. Ben, j'ai vraiment anticipé parce qu'on devait en parler plus loin. Retournons. Là, le chemsex a quand même quelques composantes. Là. Dans la culture gay, là, on va parler quand même de la culture plus des hommes, mais ça existe dans les autres orientations, mais disons que ça existe pas mal chez la culture homosexuelle. Effectivement, puis il y a plusieurs études là, qui ont tenté un peu d'expliquer pourquoi c'était présent autant dans la culture gay. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup encore d'intimidation qui est vécue par la communauté gay. Donc, et l'ostratisation de certaines pratiques sexuelles, comme par exemple le sexe anal, mais aussi autre chose. Donc, ça peut créer une inhibition ou un sentiment de honte ou de ne pas être correct, ou etc., quand on s'adonne à ces pratiques-là. Il y a évidemment aussi l'épidémie de sida qui peut amener une peur en lien avec la sexualité, qu'on soit atteint ou qu'on ait peur de le contracter. Il y a eu toutes sortes de désinformations aussi qui ont été amenées en lien avec le VIH-sida. Et aussi, on le voit hein, dans les médias, dans les applications, on le voit dans le quartier gay aussi à certains endroits, toute la culture associée là, à la sexualité hyperactive chez les hommes qui couchent avec des hommes, qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, toute aussi la question d'avoir un beau corps, des muscles, pas de pilosité, la performance sexuelle associée à certaines cultures, la longueur du pénis associée à la couleur de peau. Alors là, on peut en nommer plusieurs qui amènent une pression là, sur la sexualité ou sur les performances sexuelles. Donc, parlons un peu de la prévalence, si tu veux, de la consommation sexualisée chez les... Là, je vais utiliser un terme, mais je vais quand même vous le dire ce que ça veut dire. Chez les ARSA, ce sont des hommes ayant des rapports sexuels ou affectifs avec d'autres hommes. Tout à fait. Donc, on sait que c'est une clientèle, là, donc, les gens qui ont vécu là, les ARSA, comme tu viens de dire, donc, qui ont vécu là, de l'intimidation, c'est quand même presque 32% hein, de la communauté. Violence verbale, on tombe à 22%. Donc, c'est ça. Il y aurait 64% des ARSA qui utiliseraient là, des substances. À ce point. Donc, c'est ça. Et donc, de ce nombre, 62%
qui auraient toujours ou presque toujours des relations sexuelles sobres. Donc, la majorité, quand même, vont consommer, mais pas nécessairement dans leur pratique sexuelle, sauf que ça laisse quand même presque 38% des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ou affectives avec d'autres hommes, presque 38% qui vont utiliser l'usage de substances en même temps que leur relation sexuelle. Et je lisais dans les statistiques, donc, que 21% déclaraient avoir recours donc, au chemsex, là, comme systématiquement, là. Exact. Donc, il disait qu'il reconnaissait, en fait, qu'il connaissait cette pratique-là, qu'il était capable d'utiliser le vocabulaire, tandis que presque 38% disaient avoir presque toujours des relations sexuelles avec l'usage de substances qui peut comprendre l'alcool, comme on nommait là. Il y a un danger à ça, parce que lorsqu'on est désinhibé, il y a certaines pratiques plus ou moins, plus sécuritaires qui sont oubliées. Puis là, je ne fais pas la promotion du préservatif. Il y a d'autres stratégies, mais parfois, on oublie là, de se protéger. Et donc, il n'y a pas de dépistage qui suivent. Là. Oui, effectivement, là, donc, il y a à peu près là, seulement 25% là, des gens qui ont recours au chemsex qui ont un dépistage complet, qui ont eu un dépistage complet dans les 12 derniers mois. Donc, ça peut être des sexualités qui sont plus actives. On sait que dans la communauté gay, il y a des gens qui vont prendre la PrEP, par exemple, là, pour éviter justement de contracter le VIH-Sida, mais évidemment, ça ne protège pas contre les autres ITSS. S'il n'y a pas de dépistage, il y a un problème que ça va reproduire la maladie ou les infections autres que le VIH, mais ailleurs, oui. Effectivement, puis si on est désinhibé, si nos capacités cognitives sont atteintes par la consommation, puis aussi si on consomme plusieurs heures en ligne, à un moment donné, on est plus fatigué, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, puis la performance, le désir de plaire, OK, donc tout ça là, peut être présent. Allons-y maintenant sur... ça peut devenir un problème, la consommation, parce qu'on ne dit pas que la consommation, les gens qui prennent un verre de temps en temps, qui prennent du pot de temps en temps, ça peut ne pas être un problème, mais ça peut devenir un problème. Et quand ça devient un problème, on fait quoi? Bien, en fait, ça dépend toujours, c'est pas nécessairement associé à la substance qui va être le problème, là, c'est plus quand on voit que ça devient comme une nécessité, qu'on n'est pas capable de s'en consommer, quand on se rend compte que donc on accumule la fatigue parce que les gens qui consomment souvent, il y en a plusieurs de ces drogues-là qui sont des stimulants. Donc souvent, les gens après ça ça a un effet dépresseur après, donc on peut être déprimé après. Donc peu importe la raison qui fait là, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose là, avec lequel on ne se sent pas bien ou qu'on n'est pas en phase ou on se met à aller dans des comportements à risque, on a eu des relations sexuelles qu'après coup, on fait « ouais, c'était plus ou moins consentant » ou tout ça. Là, c'est toutes des bonnes raisons, là, dans le fond, pour voir que, oups, il y a peut-être là, un effet non recherché là, de la drogue. Puis quand on consomme beaucoup, éventuellement, ça fait que les gens ont beaucoup moins d'érection. Ça crée le problème contraire. Quand il y a trop de consommation ou sur une trop longue période, ça crée l'effet contraire. Ça n'augmente pas la sexualité, ça la réduit. Donc érection plus difficile, orgasme plus difficile aussi. Donc, ça crée, en fait, finalement, ce qu'on ne souhaitait pas avec la consommation. Bon, évidemment, on parle de réduction des méfaits, mais il nous reste à peu près une seule minute. Réduction des méfaits, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais. Si vous voulez consommer, là, dans le fond, il faut prévoir le plus possible de l'eau, de la nourriture, parce que ces drogues-là enlèvent le sentiment là, de faim, bien souvent de soif. Donc, prévoir à l'avance, avoir des discussions à l'avance aussi quand on est à jeun avec nos partenaires sexuels sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, où est la limite. Prévoir des contraceptifs aussi, s'assurer de pouvoir se reposer après. Idéalement, tester sa consommation, là, ça se fait dans certains endroits, là, dans certains organismes communautaires. Avoir de la naloxone parce que malheureusement, il peut y avoir là, du fentanyl dans toutes les drogues qui sont en poudre, donc il peut en avoir partout. Donc, une dose de fentanyl, ça peut être mortel ou en tout cas, ça peut être grave pour la santé. La naloxone, c'est gratuit en pharmacie, ça peut sauver des vies. Et puis, il y a plusieurs ressources. Je vais juste en nommer quelques-unes. Ça prend un village, http www.saprendunvillage en un seul mot.com, réseau ACCM, monbuzz.ca,
Projet Mobilise. Il y a Interligne aussi au 1-888-505-1010, 1-888-505-1010, Chemsex Careplan aussi, CIDEP+. Marie-Claude, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, de t'avoir à l'émission. On se voit le mois prochain. Excellent, au revoir. Au revoir. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Oui, justement, l'heure ciel. J'ai beaucoup de difficultés à l'épeler parce que je suis pas très bon pour épeler, mais c'est heureciel en un seul mot, @outlook.com pour participer au concours et remporter un fabuleux chandail de notre chroniqueur voyage, LGBT voyage. Donc, vous écrivez, je vais mettre une photo justement sur ma page Facebook et sur mon Instagram pour que vous puissiez voir ce magnifique t-shirt. Je suis le modèle. Donc, on va tirer ça dans un mois. Merci à toute l'équipe. Merci à nos invités, le journaliste Guillaume Lavallée, la présidente de GRI Québec, Camille Esther Garon. Merci à Pascal Chelmel de Voyage LGBT et Marie-Claude Joannis, travailleuse sociale. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique, Gerly Ormelette pour les réseaux sociaux, Jean-Sébastien Laliberté qui est notre chef de diffusion et Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale. À la semaine prochaine!